sur toutes ces questions d'actualité. Et notre premier invité que j'accueille avec moi maintenant, Pierre Hérisson. Bonjour, Bonsoir. sénateur UMP. Vous allez défendre dans quelques instants une proposition de loi. Vous êtes co-auteur de cette proposition de loi sur l'accueil des gens du voyage. Tout d'abord, cette première question. Est-ce que votre proposition vise finalement à durcir le ton contre cette population? Non, absolument pas. Il s'agit, à la suite de désordres importants et à la demande de l'ensemble des maires de France, toute sensibilité politique confondue, de poser la problématique du respect des établissements publics, du respect du domaine public, du domaine privé, par des gens qui, au sein de la communauté des gens du voyage, ne respectent ni les lois ni les règlements. Il s'agit de renforcer la sanction des grands passages qui s'arrêtent sur des territoires sans être autorisés. C'est bien ça, c'est l'occupation des territoires qui est visée finalement? Absolument, et le respect de l'occupation des territoires. Alors qu'est-ce que vous proposez dans cette proposition de loi concrètement pour répondre aux D'abord, la problèmes que première pose cette chose, communauté et notamment aussi pour les maires? c'est de rassurer devant la désespérance, devant l'exaspération et devant l'impression d'abandon qu'ont les maires de France et l'ensemble des populations, de traiter le sujet des occupations illégales des grands passages. Et c'est seulement de cela dont il s'agit, puisqu'au printemps, nous aurons un texte de loi global sur la problématique d'un texte de loi qui ressort d'un rapport que j'ai déposé, d'une proposition de loi que j'ai déposée également en 2012, mais qui a été reprise par le député Rimbourg à l'Assemblée nationale. Alors vous êtes d'accord pour dire qu'il y a une loi qui existe depuis 2000, c'est la loi Besson 2, Juillet 2000. très exactement. Aujourd'hui, cette loi, pour vous, elle est obsolète? Absolument pas. Elle a besoin d'être complétée. C'est un complément. Sur la problématique des grands passages. Elle suit son chemin et elle a besoin d'un certain nombre d'adaptations. Les gens du voyage ont besoin d'avoir un statut le plus proche possible du droit commun. C'est de cela dont il s'agit. Et là, ce texte est très sectoriel. Il concerne uniquement les gens du voyage qui ne respectent pas la loi. Vous proposez également de doubler les sanctions. Ça n'a pas été repris par la commission des lois. Est-ce que vous êtes allé trop loin? Nous verrons bien ce qui se passe dans l'hémicycle. Oui, bien sûr. Mais est-ce que ça va trop loin finalement? Non, pas du tout. C'est un signal envoyé aux maires à la suite de ce que j'ai dit tout à l'heure. Exaspération, désespérance et ras-le-bol. Est-ce qu'on peut dire que votre proposition de loi tombe bien à quelques mois des élections municipales? Vous qui voulez justement donner ce signal aux maires, on voit bien que derrière, il y a une question très politique qui se cache. Dans ce dossier, je suis en charge de responsabilité depuis juillet 2000, puisqu'avec Jean-Paul Delevoye, dans cette maison, nous étions les rapporteurs de la loi Besson. J'ai été ensuite, depuis 2005, et je le suis toujours, le président de la Commission nationale consultative. Je connais ce dossier bien mieux que d'autres, et je peux vous dire que les gens du voyage n'ont pas à être inquiets de ce qui se passe aujourd'hui, puisque ça ne concerne que ceux qui ne respectent pas la loi, et ça leur donne un peu plus de crédibilité à ceux qui la respectent. Dernière question, Pierre Hérisson, parce que vous devez regagner l'hémicycle. L'UMP a organisé ce matin une convention sur l'immigration, pris entre les propositions du Front National et celles aussi ancrées par Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Est-ce que l'UMP aujourd'hui a encore des propositions à faire sur l'immigration? Je pense que la discussion de ce matin sur ce sujet, étant moi-même sénateur UMP, je pense que pour l'essentiel, j'adhère à ces propositions. Je pense que nous aurons un débat parce qu'il faut qu'il y ait débat et que l'occasion d'une échéance électorale est toujours le lieu privilégié des débats. Merci beaucoup Pierre Hérisson d'être venu en direct sur notre antenne. Alors on va poursuivre évidemment avec notre prochain invité. Didier Guillaume nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vice-président du Sénat, sénateur de la Drôme, Parti Socialiste, je tiens à le préciser. Avant de vous poser quelques questions, je vous propose d'écouter le ministre de l'économie, Pierre Moscovici. Il y a eu une petite passe d'armes dans l'hémicycle au sujet de la réforme fiscale. Pierre Moscovici a répondu à une question venue de la droite. Écoutez. Je veux vous expliquer ce que le Premier ministre entend faire. Car c'est précisément une remise à plat de notre système fiscal, afin que celui-ci soit plus simple, afin que celui-ci soit plus lisible, afin qu'il y ait de la stabilité qui en émerge et afin qu'il y ait plus de justice dans ce système fiscal. Et c'est la raison pour laquelle nous allons nous attaquer à la fois à la fiscalité des entreprises, avec la volonté de préserver et d'améliorer la compétitivité, à la fiscalité des ménages, avec le souci de la simplifier et de la rendre plus juste, et au financement de la protection sociale, afin que celui-ci soit à la fois pérennisé, qu'il demeure approprié par les partenaires sociaux et qu'il crée de la justice. Voilà ce que nous voulons faire.
Et vous le savez d'autant plus que le Premier ministre a souhaité recevoir les groupes, tous les groupes parlementaires, et qu'il a offert aux groupes, à tous les groupes, de s'associer à ce travail qui doit trouver de premières concrétisations dans le projet de loi de finances pour 2015, mais qui en effet prendra plus de temps que cela, tant cette remise à plat est une œuvre de longue haleine. Et donc, n'essayez pas de faire peur aux Français, au contraire, nous voulons là une fiscalité plus stable, plus simple, plus juste, plus lisible. C'est cela que nous voulons faire, c'est le redressement d'une situation que vous avez dégradée et les Français le savent. Didier Guillaume, vous avez entendu la réponse de Pierre Moscovici dans l'hémicycle. Vous voyez que la droite essaye de vous attaquer un petit peu sur ce que vous êtes en train de faire depuis 18 mois, en tout cas les ministres et vous au Parti Socialiste, au Sénat. Comment est-ce que vous voyez ce climat? Est-ce que pour vous il est délétère à quelques mois des élections municipales? Pas du tout, ce n'est pas un climat délétère. Je dis simplement que la droite veut faire oublier les errements du passé. Elle veut faire oublier qu'elle a augmenté la dette de 650 milliards d'euros pendant 5 ans. Elle veut faire oublier qu'elle a créé le bouclier fiscal, la loi TEPA, que les plus riches payaient moins d'impôts et que les plus pauvres payaient plus d'impôts. Elle a voulu faire oublier le fait qu'elle donnait des chèques de 32 millions d'euros, Madame Bettencourt. C'est ça la réalité. Et elle vous répondre hausse d'impôts. Parce que c'est vrai, vous avez augmenté les impôts. Bien sûr, mais vous aussi. La droite l'a augmenté de 19 milliards d'euros en 2011 et 2012, nous de 11 milliards d'euros. C'est une différence. Pourquoi? Mais quel est le rôle du gouvernement là? C'est tout simplement de redresser la France. Si la France n'avait pas été dans un tel état, nous ne serions pas obligés de baisser les déficits et nous n'aurions pas été obligés d'augmenter les impôts. Mais je veux quand même rappeler à la grande différence de ce qui s'est passé dans les 5 années précédentes, c'est que nous avons remis l'impôt de solidarité sur la fortune, nous avons remis la tranche marginale à 45%, quand la précédente majorité créait le bouclier fiscal. Il y a deux visions des choses. Maintenant, nous sommes dans une phase nouvelle. Il faut absolument repenser la fiscalité qui est obsolète. Les taxes locales, ce qu'on appelait les 4 vieilles maintenant, datent de 40 ans. L'impôt sur le revenu ne rapporte plus assez. Et cette grande réforme fiscale va permettre de remettre de la justice et de la progressivité dans l'impôt. Il paraît, vous allez nous dire si c'est vrai ou pas, que pour cette grande réforme fiscale, l'État, le gouvernement, l'exécutif souhaiterait légiférer par ordonnance. Est-ce que vous pensez que c'est bien utile? Je ne suis pas au courant de cela. Je ne pense pas que ce soit que ça serait bien utile. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai débat au Parlement. Après, bien sûr, s'il y avait des blocages, les ordonnances ont été prises par tous les gouvernements. Mais moi, je pense vraiment qu'il faut que chacun donne sa vision de la fiscalité. Enfin, il ne faut pas capituler devant l'impôt. Qu'est-ce que c'est ce pays où on veut plus de services, plus de gendarmes, plus de police, mais on ne nous dit pas d'impôts? Bien sûr qu'il y a des impôts qui ont peut-être augmenté, qui sont trop élevés. Mais cette grande réforme fiscale, elle est indispensable, elle est nécessaire. Si nous ne faisons pas ça, les gens n'accepteront plus l'impôt. Si nous ne faisons pas ça, la France ne sera plus à même d'avoir des services publics répartis sur l'ensemble du territoire. Donc cette grande réforme fiscale, je pense que c'est la dernière chance, vous m'entendez, c'est la dernière chance pour notre pays de se retrouver à peu près correctement identifié, pour permettre à ceux qui ont le moins de vivre le mieux possible et pour permettre de redistribuer une richesse qui malheureusement il n'y a plus pour l'instant. Donc ne tuons pas le bébé, ne tuons pas le bébé avec l'eau du bain. Pour l'instant, il n'y a rien derrière cette grande réforme fiscale. Nous voulons créer une réforme fiscale qui fasse passer l'impôt au cœur de notre dispositif fiscal de redistribution. J'accueille Gérard Longuet qui vient de nous rejoindre pour ce débat. Merci Gérard Longuet, sénateur UMP de la Meuse. Vous êtes ancien ministre de la Défense. On va bien sûr venir sur ce qui se passe en Centrafrique. On parlait à l'instant de la grande réforme fiscale. Vous avez dû lire certainement l'interview de Jean-François Copé dans Les Échos hier qui veut un grand Big Bang économique. Réforme fiscale contre Big Bang économique. Où est-ce que vous vous situez? Non, ce qui est certain, c'est que la dépense publique, que ce soit celle de l'État ou des collectivités locales, mérite d'être réexaminée à la lumière de la situation de la France dans un univers concurrentiel. Si vous voulez, la France n'est pas une île, nous ne sommes pas isolés, nous devons tenir compte de ceux avec lesquels nous vivons et cela ne nous permet plus de dépenser de la même façon. Il faut donc d'abord réexaminer la dépense. Sur le fiscal, pourquoi pas, mais d'abord examiner la dépense. Merci de cette réponse. Je vous propose d'entamer le débat sur la Centrafrique, sur nos troupes qui sont engagées actuellement. Peut-être parole à l'ancien ministre de la Défense, évidemment. Le ministre actuel de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a dit qu'on en aurait à peu près pour 6 mois sur place. Est-ce que ça vous semble crédible? Je veux dire, nos institutions de la République sont parfaites. Le Parlement sera consulté dans 4 mois
Cette consultation sera suivie d'un vote. C'est une réforme qu'avait voulu le président Sarkozy. Cela nous permettra de faire le point dans 4 mois. Je considère que compte tenu de l'ambition française, qui est de rétablir un état de droit, et en particulier des élections qui accompagnent l'état de droit, 6 mois, c'est très insuffisant. Insuffisant, ça veut dire que vous souhaiteriez que les troupes restent plus sur place? Je considère qu'elles resteront nécessairement plus sur place. Le seul espoir serait que nos amis africains puissent relayer les troupes françaises. C'est pas facile. Didier Guillaume, être plus sur place avec les troupes africaines, mais peut-être aussi avec l'Europe, parce qu'on entend l'opposition qui dit bon, on est seul sur place. Mais moi, je partage ce que vient de dire Gérard Longuet. On n'est pas là pour dire 3 mois, 6 mois, 1 an. Il faudra rester le temps Non, il faudra rester Ça le engage temps. quand même les troupes Bien françaises. sûr, évidemment. Mais la France est un grand pays. Et la France a un devoir vis-à-vis des Africains. Alors bien sûr, on peut nous dire il y a déjà eu deux soldats décédés. Il faut avoir beaucoup de respect, avoir une pensée pour eux et pour leur famille. Mais l'armée française a déjà sauvé des milliers de gens dans cette République centrafricaine. Donc il faudra le temps qu'il faudra. Le plus court sera le mieux, mais il faudra rester tant que les Africains eux-mêmes n'ont pas pris le relais. Et puis effectivement, pour répondre à votre question, moi j'attendrai de l'Europe. L'Europe, elle est derrière, pas avec ses troupes, elle est derrière la France. Mais je considère, moi, que l'Europe, comme pour le Mali, ne s'est pas assez engagée derrière la France. Et il est temps de penser, je parle devant l'ancien ministre de la Défense, de penser à une vraie Europe de la Défense. Parce que tant que nous n'aurons pas Elle est en cela, marche ou pas? Vous allez nous répondre également. Je suppose qu'elle est un peu en marche, mais tant que nous n'aurons pas vraiment cela... Voilà. C'est le terme exact. Elle est en marche. Non, elle est un peu en marche. Un peu en marche. Un peu en marche. Non, la vérité, si vous voulez, c'est qu'il y a 2 pays qui ont une capacité à intervenir à l'extérieur et qui en ont la culture, c'est la Grande-Bretagne et la France. Les autres pays européens ont engagé dans le passé des efforts de défense, mais dans la perspective de l'OTAN et pour un conflit sur le territoire européen, appelons un chat, pour se protéger de l'Union soviétique qui n'existe plus depuis plus de 20 ans. Et donc, l'idée d'intervenir à l'extérieur n'est pas dans la culture d'un certain nombre de grands pays européens. Donc on est presque seul. On est seul à pouvoir y aller. Les Belges, les Danois, par exemple, les Italiens nous avaient accompagnés en Libye. Merci beaucoup Gérard Longuet, merci d'avoir témoigné en direct et chez nous à Public Sénat. Je voudrais terminer cette conversation avec Didier Guillaume et Pierre Charon va nous rejoindre dans quelques secondes. Didier Guillaume, vous présentez une proposition de loi, ça n'a rien à voir évidemment avec la Centrafrique, on passe de tout autre sujet, sur le handicap. Quelle est la philosophie de cette proposition de loi que vous avez déposée? La philosophie, c'est de se dire que nous voulons une société inclusive. Nous voulons qu'il n'y ait pas de différence entre les personnes valides et les personnes handicapées. Et il y a un sujet, moi, qui m'est remonté beaucoup, c'est le problème du stationnement. Vous savez qu'on le sait ou on ne le sait pas, mais lorsqu'on est handicapé, lorsqu'on a une carte européenne d'handicapé, on paye quand même son parking, on doit le payer. Donc la gratuité des parkings n'est pas la finalité. Mais simplement, lorsqu'on a un parking handicapé avec un fauteuil roulant, ben, s'il faut retourner mettre une pièce, c'est beaucoup plus compliqué que pour un valide. Donc l'idée, elle est unique. Elle est de faciliter le parking des personnes handicapées en disant, lorsqu'on a le badge européen, on ne paye pas le parking et on se gare où l'on veut. Bon. C'est une proposition de loi qui a été votée à l'unanimité ce matin. Voilà, c'est une pierre dans l'édifice d'une société inclusive, d'une société du vivre ensemble dans la cité où personne n'est laissé au bord du chemin. Merci beaucoup Didier Guillaume d'être intervenu sur Public Sénat. J'accueille maintenant Pierre Charon, sénateur UMP de Paris. Bonjour Pierre Charon. Bonjour. Avec le micro, c'est plus facile. Le micro vers vous. Nicolas Sarkozy aurait dit, selon le magazine Le Point, je vous donnais cette phrase, « Je ne peux pas ne pas revenir, je n'ai pas le choix, c'est une fatalité ». A-t-il dit cette phrase, vous qui le connaissez bien? Non. Et donc, vous voulez que je développe? Oui, s'il vous plaît, d'un mot au moins. Non, il n'a jamais dit cette phrase, puisqu'il ne dit jamais rien qui puisse être répété. Donc il n'a pas dit cette phrase. Mais les gens qui le voient, qui sont fort nombreux depuis son départ, puisque son carnet de balles est plein, il ne dit jamais quoi que ce soit qui puisse être répété. La seule chose éventuellement qu'il ait pu dire, c'est bon, on aurait peut-être dû en faire plus dans l'opposition pour ceci ou pour cela. Mais personne ne peut répéter quoi que ce soit. Mais est-ce que ça pourrait être vrai pour vous? Je ne peux pas ne pas revenir. Cette phrase, ça pourrait être la vôtre? Mais non, pas du tout. La mienne, c'est la suivante. Je pense qu'il ne laissera pas Marine Le Pen en tête-à-tête avec François Hollande en 2017. C'est la seule chose que je puisse dire. Donc la question n'est plus de savoir s'il revient, mais quand? Mais la question ne se pose pas. Le sondage qui est sorti et qui sortira demain dans Figaro Magazine ainsi que dans Valeurs Actuelles, c'est de dire oui, on veut qu'il revienne, dit
le peuple de droite. Mais le peuple de droite, étonnamment, est de plus en plus nombreux, parce que dans les dîners en ville, dans les conférences ou dans les petits déjeuners, je ne vois plus personne qui a voté Hollande. Donc c'est quand même très curieux. Mais c'est vrai que les cocus n'aiment pas trop l'avouer. C'est un peu normal. Surtout quand ils payent la chambre. Vous êtes aussi spécialiste des questions de police. Je voulais vous demander votre avis sur ce qui est en train de se passer dans la police parisienne. Il y a une sorte de valse des têtes, sans jeu de mots, mais vous l'acceptez quand même. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, c'est ça. Manuel Valls, ça aurait pu être aussi un autre thème. Voilà, on vient de se séparer du directeur de la police judiciaire, qui est là depuis 6 ans et demi, qui a fait les plus grosses opérations depuis 6 ans et demi, qui donne satisfaction à la population française lorsqu'il faut arrêter un type qui rentre à Libération avec un fusil pour tuer. Et lorsqu'il l'arrête 48 heures après, je trouve que c'est un fonctionnaire qui n'est pas politique du tout, sauf qu'il a été nommé sous Sarkozy. Bravo! Il a été nommé sous Sarkozy et on le dégage comme un malpropre, sans lui donner le moindre bureau, la moindre affectation, rien du tout. C'est honteux. Alors, si on avait fait ça nous, ça aurait fait beaucoup de barouf, mais je pense que les gens qui font ça devraient bien faire attention à la suite de ce qui va se passer. Et mettre Brice Hortefeux sur écoute téléphonique, je trouve ça aussi un tout petit peu curieux. Depuis on ne sait pas combien de temps, on se plaint des fadettes, et Bernard Squarcini, l'ancien patron de la DCRI, a été mis en examen parce qu'il avait fait des fadettes sur une fuite faite au ministère de la Justice concernant des magistrats. C'était un magistrat, M. Sénat, le mal nommé, qui a été coincé là-dessus. Et là, on reproche quoi? On a des écoutes téléphoniques à la Mitterrand, comme sous Mitterrand, concernant un ancien ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous mettez en cause? Mais attendez, le pouvoir actuel. Qu'est-ce que c'est que ces donneurs de directement. leçons? On met sur écoute les anciens ministres de l'Intérieur. Pierre Charon, vous mettez en cause le ministre de l'Intérieur ou Mais pas? bien sûr, je le mets en cause. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et virer Monsieur Flèche, dont le préfet Boucaud... les gens ne sont pas forcément experts. Ce sont des personnalités de la police judiciaire parisienne. Voilà, comme ça, on a fait le spoil system. Moi, je ne suis pas contre le spoil system, mais il faut le dire. Il ne faut pas avoir l'espèce de pudeur de la Vierge. Il faut le dire. C'est le spoil system, on dégage tout le monde, on met les nôtres. Voilà. Ça s'appelle comment? Une chasse aux sorcières pour vous? Au-delà de ça, c'est honteux. C'est la Roumanie. Où est-ce qu'on est? On écoute les ministres de l'Intérieur et on fout en l'air les policiers les plus performants depuis 6 ans et demi. C'est honteux. Merci Pierre Charon. On va appeler ça un coup de gueule? On peut appeler ça comme ça? Oui, on peut appeler ça comme ça. Merci. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Bon, on verra ça un petit peu plus tard. J'ai été élu comme ça en faisant des coups de gueule. On se rappelle, c'était il y a moins de 2 ans. Hein. Si, il y a 2 ans et 2 mois. Merci beaucoup Pierre Charon. On va accueillir Monsieur Delahaye, Vincent Delahaye, sénateur UDI-UC de l'Essonne. Il va arriver tout de suite sur ce plateau. Il va remplacer Pierre Charon avec Vincent Delahaye. Nous allons aussi et surtout parler d'une commission d'enquête qui a lieu en ce moment au Sénat, qui a commencé hier très exactement, sur la société Ecomove. Vous avez peut-être entendu parler de cette société Ecomove qui gère notamment les portiques, les fameux portiques de la colère, on va appeler ça comme ça. Quelle sera votre mission dans cette commission d'enquête? Écoutez, moi je suis que membre de la commission d'enquête, mais le but de la commission d'enquête, c'est de faire la clarté en fait sur les conditions d'attribution du marché à Ecomove. Et est-ce que toutes les procédures ont bien été respectées? Puisque quand on passe un marché public, il faut respecter un certain nombre de procédures de mise en concurrence et s'assurer que les conditions qui ont été retenues à l'époque ont été les bonnes. Voilà, moi c'est comme ça que j'aborde cette commission. Mais la philosophie de cette commission d'enquête, c'est d'aller faire la lumière sur cette fameuse société Ecomove ou sur les relations entre l'État et cette société? Sur les relations entre l'État et cette société et sur les conditions d'attribution du marché. Puisque quand on passe un marché public, il faut s'assurer d'abord qu'il y a eu une vraie mise en concurrence et qu'ensuite on a retenu le meilleur. Et dans mon esprit, moi, c'est ce qu'on doit regarder. Et est-ce que les conditions d'attribution du marché ont été de ce que vous avez correctes? vu aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Sans avoir commencé les auditions. Moi, je ne veux pas conclure avant que les auditions aient lieu. Vous avez bien une idée sur ce qui s'est passé. Si vous rentrez aussi dans cette commission d'enquête, c'est que vous avez certainement votre avis. Écoutez, moi, j'ai pas mon avis. C'est pas une question piège. Hein. Non, si je suis dans cette commission d'enquête, c'est que le groupe UDI m'a délégué cette mission avec le but d'y participer, d'assurer de la clarté. Et moi, je ne conclus pas avant que la commission ait eu lieu. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Moi, je pense que c'est bien que l'État délègue un certain nombre d'opérations privées. Je suis allé voir, par exemple, le contrôle à Rennes des infractions de la route. C'est délégué totalement privé. Je me suis rendu compte que c'était très efficace. Et donc, moi, je ne suis pas du tout contre la délégation privée. Ce que je souhaite, c'est que ça se fasse dans de bonnes conditions. Et il faut par rapport à Ecomove, après, le fait d'appliquer l'écotaxe ou pas l'appliquer, là, c'est une décision du gouvernement.
Oui, Donc, ça n'a rien à voir ça n'a finalement rien- avec l'écotaxe. Ça n'a rien à voir avec voilà, C'est uniquement entre les cette conditions de société passation commune. du marché et les relations entre l'État À la et ce- différence cette de l'Assemblée société. nationale qui, elle, a une commission de mission d'information sur l'écotaxe. Sur l'écotaxe elle-même. Vous travaillez en parallèle? Alors, on travaille en parallèle. Simplement, pour moi, l'écotaxe, elle fait partie de la fiscalité, ce qu'on appelle la fiscalité écologique. Et pour moi, la fiscalité écologique, ça ne doit pas être une fiscalité additionnelle, ça doit être une fiscalité de substitution. Ça veut dire qu'on diminue d'autres choses pour substituer une fiscalité qui modifie les comportements progressivement. Et là, on n'a pas forcément cette impression-là. On a l'impression que ça vient encore se rajouter. En plus, c'est venu au moment du ras-le-bol fiscal que le ministre de l'économie a reconnu, et c'est vrai que ça tombe à un très mauvais moment. Alors donc tout ça, c'est arrivé au même moment avec la révolte des Bretons et Bien des bonnets rouges. Donc tout ça, ça a fait que l'écotaxe est très mal parti, il faut se le dire. Hein. Mais nous, on va s'intéresser vraiment aux conditions de passation du marché et des relations entre l'État et les communes. Ça commence quand les auditions? Ça commence la semaine prochaine, mardi prochain. Vous avez déjà établi un calendrier? On sait qui sera auditionné? Des membres Alors, du gouvernement, l'ancien gouvernement bien sûr, et l'actuel? Je pense que les deux vont être auditionnés, bien entendu. De mémoire, il me semble que c'était Nathalie Kosciusko-Morizet qui avait signé cet accord. Oui. Est-ce que c'est prévu qu'elle soit Alors interrogée ça, par la commission il d'enquête? faudra interroger le président, parce que moi, j'ai pas la liste de toutes les personnes qui vont être interrogées, puisqu'on n'en est qu'au début du travail, et dès le début, on n'a pas forcément... Mais a priori, il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas. Et une commission d'enquête pendant qu'il y a une enquête, justement, est-ce que c'est possible ça? Est-ce qu'on ne va pas interférer dans une enquête, si elle faut judiciaire, ou dans des enquêtes d'affaires? Je pense que c'est notre rôle de parlementaire aussi d'aller voir un peu de ce qui s'est passé sur des opérations comme Vous celle-ci. pourrez poser toutes les questions. C'est Moi, bien ça? moi, j'ai déjà participé à celle sur le dopage. Hein, Et on s'en rappelle, vous avez l'efficacité pu poser toutes les questions On a pu possibles. poser toutes les questions à toutes les personnes qui ont été interrogées. Il y en a eu beaucoup, du monde sportif. Donc, je pense que, en l'occurrence, moi, je suis un jeune sénateur, mais j'ai l'impression qu'on peut poser exactement les questions que l'on souhaite. Merci beaucoup, Vincent Voilà, Delahaye, pour de votre rien. témoignage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous accueillons Hélène Ipietz. Bonjour. Bonjour. Mais vous faites pas mal, sénatrice de Seine-et-Marne, sénatrice écologiste. Je vous propose d'écouter la réponse à la question que vous avez posée dans l'hémicycle au ministre des Affaires européennes, Thierry Repentin. Il s'agit de la pêche en eau profonde. Ça parle peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est très intéressant et je vous propose de l'écouter. On en débat juste après. La France, sur ce sujet, s'est fixé un cap. C'est le Premier ministre qui l'a rappelé lors de la grande conférence environnementale. La France participe activement aux discussions communautaires pour mieux connaître et encadrer la pêche en eau profonde. La France défendra donc une approche ambitieuse et équilibrée, garantissant l'équilibre entre l'environnemental, le social et l'économique. Concernant les aides, je vous rappelle que le régime européen est très strict pour le domaine de la pêche. Les aides directes pour le fonctionnement des entreprises sont interdites. Les aides à la construction d'un navire neuf sont elles aussi interdites depuis 1992. Pour le reste, les aides autorisées sont celles qui contribuent à améliorer l'exploitation durable de nos ressources. Mais je vous le dis, il n'y a pas d'aide versée spécifiquement à la pêche profonde. Madame la sénatrice, soyez assurée que dans les négociations européennes, la France défendra cette approche à la fois ambitieuse et équilibrée, en n'oubliant pas que c'est un secteur économique, notamment sur les zones maritimes et les zones côtières de France. Alors pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, le Parlement européen a rejeté l'interdiction de chalutage en eau profonde, c'est-à-dire la pêche en eau profonde, alors à la satisfaction des industriels, évidemment, mais contre l'avis des écologistes et contre l'avis, évidemment, de ceux qui défendent la nature, entre autres, en dépit donc d'une forte mobilisation, c'est vrai également. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse du ministre ? Absolument pas, parce que cette réponse est à côté de la question. Ma question était de dénoncer le scandale financier des aides données à cette pêche qui n'est absolument pas rentable. C'est une pêche qui concerne extrêmement peu de poissons, de bateaux. Ça concerne... Mais beaucoup de poissons. Très peu de poissons mangeables. 11 bateaux dédiés spécifiquement à cette pêche et une dizaine d'espèces effectivement mangeables, le reste étant pêché par hasard, puisque c'est une pêche réellement au hasard, et rejeté. Donc c'est vraiment 1,5% de la pêche en France. Ça coûte une fortune, cela pollue, et le vrai problème, c'est lorsque on entend dire que c'est une pêche, que va aller vers une pêche plus éco-responsable. C'est vraiment se moquer du monde, parce que pour faire une pêche plus éco-responsable, il faudrait
avoir étudié et surtout pouvoir étudier les impacts de la pêche sur les écosystèmes à 600 mètres de profondeur, entre 600 mètres et 1200 mètres de profondeur. On n'en a pas les moyens, ça a coûté une fortune. Est-ce que vous estimez que c'est une défaite des écologistes ou une victoire des lobbies? C'est ni l'un ni l'autre, c'est d'abord une défaite de la planète. Et ça, c'est vraiment scandaleux. Vous savez, les écologistes, nous n'œuvrons pas pour nous-mêmes, nous œuvrons pour la planète et pour nos enfants, voire même pour les hommes et les femmes actuels. Savez-vous que les médecins disent aux femmes enceintes de ne pas manger des poissons provenant des eaux profondes, tant ils sont chargés de tous les métaux lourds, puisqu'ils sont tout au fond de la mer, ils récupèrent tous les métaux lourds et ils sont dangereux pour la santé. Très bien, Madame Lipietz, mais ça on a compris sur le fond, mais cette fois, au Parlement européen, qui a gagné? Ah bien, apparemment, ce sont les 770 000 signatures sur le site de Bloom contre la pêche en eau profonde, puisque le dernier gros armateur qui pêchait encore en eau profonde vient d'annoncer il y a 48 heures, c'est-à-dire juste après sa possible victoire au Parlement européen, qu'il allait arrêter ce type de pêche. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Tout à fait, à condition que ça soit continu, mais ça prouve bien qu'il nous appartient à nous, citoyens et consommateurs, de prendre en main l'avenir de la planète. C'est une forme, comment on pourrait dire ça, de productivisme qui a gagné également aussi, le toujours plus? C'est une forme d'inconscience. C'est que de toute façon, comme je l'ai dit dans ma question, cela coûte aux armateurs d'envoyer des bateaux pêchés en eau profonde. 159 € par kilo de déficit. Donc ça ne leur sert à rien, sauf à pouvoir obtenir des subventions, contrairement à ce que dit Monsieur le ministre, ces subventions permettant là d'aller alimenter d'autres pêches. Cette pêche, elle bénéficie notamment pour des grandes enseignes. On va pas citer de nom ici. Une grande enseigne. Bon, faites ce que vous voulez, ou si vous voulez la citer. Ah non, vous non, la non, citez. je ne la cite pas. Est-ce qu'il faut boycotter les enseignes qui appliquent cette pêche? Bien sûr. Bien sûr, parce Donc, est-ce que c'est vous dites aujourd'hui, il faut boycotter Bien sûr, d'abord parce X. que voilà, il faut boycotter toutes les enseignes, quelles qu'elles soient, qui pêchent, qui vendent ces poissons. Il faut arrêter de manger de l'empereur, même dans cette belle salle en Du pire. saumon, parce qu'on a vu récemment un reportage Le aussi. saumon n'est pas en pêche profonde et le saumon peut être élevé de façon peut-être un peu plus écologiste. Mais les poissons totalement que l'on pêche au hasard, parce que c'est vraiment une pêche au hasard, on jette le filet puis on voit bien ce qui remonte, eh bien il faut les boycotter. Ça marche puisque déjà 2 enseignes ont dit qu'elles n'allaient plus en commercialiser et que la dernière grande enseigne qui vend encore ce poisson et qui est le gros armateur pour ce genre de pêche vient, comme je vous l'ai dit, de dire qu'il allait mettre, disons, la pédale douce, du moins je l'espère. Votre combat continue? Bien sûr, et le combat pour la planète continuera toujours, oui. Merci beaucoup, Madame Lipietz. Nous en avons fini donc avec On refait la séance. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Public Sénat et sur les chaînes parlementaires.